Bonjour à tous, bienvenue dans Croissance verte. Rien ne se perd, tout se transforme. Célèbre citation du philosophe des Lumières, Antoine Lavoisier. Aujourd'hui, c'est mot font sens. Quittons la philosophie, allons dans l'écologie. Rien ne change. Déchets aujourd'hui, opportunités économiques demain. Mais la situation est peu reluisante à Dakar. Problème d'assainissement amplifié par le dépôt sauvage de déchets dans la capitale. Nous ferons le point avec nos reporters. Ils ont également braqué les phares au cœur de la coopérative de tannage de Guédiawaye. Un héritage qui se perpétue, mais le quotidien des tanneuses suscite de vives inquiétudes. Nous en parlons dans cette émission qui pense l'environnement avec Dr Khalifa Ababakar Sarr. Il est le directeur général de la SONAGED. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un plaisir entièrement partagé. Je salue également la grande chaîne panafricaine, Medi TV, et toutes les communautés qui nous suivent et qui s'intéressent beaucoup à l'environnement au niveau mondial. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Faisons le constat, dans plusieurs quartiers de Dakar, le déversement d'eaux usées transforme les caniveaux et égouts à ciel ouvert en véritable foyer de pollution. Face à l'inquiétude grandissante des populations, les autorités publiques multiplient les initiatives, reportages sur un défi écologique et sanitaire majeur signé Sermi Boukaka et Sanoussi Sani. Des véhicules d'un côté, un canal d'évacuation des eaux pluviales de l'autre. C'est ici que Malik passe une partie de son temps à fabriquer des meubles. Son atelier se trouve dans son quartier, à Fass, dans la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, il finalise un lit de 4 places. On a déjà fini le lit, maintenant on est en train de, d'aller de l'autre côté pour faire des assemblages, tout ça. Tu vois, c'est des lits en commande, c'est presque 2 lits. Hein. Même s'il ne passe pas toute la journée à côté de ce canal à ciel ouvert, Malik se plaint des mauvaises odeurs qui s'y dégagent. Ça nous amène beaucoup de maladies, mais nous, on est habitués avec ça. Ça date de presque des centaines d'années, le canal est comme ça. À quelques mètres de son atelier, nous retrouvons un jeune Sénégalais dans son lieu de travail. Pour lui aussi, la situation est devenue difficile à supporter. C'est un peu gênant parce que parfois il y a des ordures dont on y jette à l'intérieur. Donc parfois si ça prend un certain temps, ça peut dégager certaines odeurs. Parfois ici il y a certaines eaux usées qu'ils prennent dans leur maison et ils viennent le verser ici. À Dakar, comme dans plusieurs secteurs de la banlieue, le système de drainage est conçu pour conduire les eaux de pluie vers des bassins intermédiaires avant leur évacuation vers la mer. À Yoff, un quartier populaire de Dakar, la problématique est similaire. Ici, les eaux usées et les eaux pluviales sont rejetées dans la mer. Il n'y a qu'un seul canal de Yoff pour évacuer les eaux vers la mer. Pendant l'hivernage, cette sortie déborde souvent à cause de grandes difficultés aux populations. L'installation étant mal conçue, la traversée devient également très compliquée. J'interpelle les autorités afin qu'elles revoient les infrastructures avant l'arrivée des pluies. Les eaux usées d'origine domestique et les eaux pluviales rejetées en mer préoccupent également les autorités. Aujourd'hui, en tout cas, l'une des perspectives vers lesquelles nous allons, c'est d'aller vers la réutilisation des eaux usées traitées au lieu de les jeter directement en mer. Et ça, non seulement c'est des orientations indiquées par les autorités, mais aussi ça apparaît même dans la lettre de politique de développement du ministère qui, en tout cas, oriente clairement vers cette réutilisation des eaux usées traitées.
pour les usines dans l'agriculture, dans l'industrie et dans d'autres secteurs. Pour Boubacar, des solutions durables doivent être trouvées afin de mettre fin à ces odeurs nauséabondes. Ce qui est approprié, c'est pouvoir faire un certain travail pour pouvoir le couvrir. Comme ça, si c'est couvert, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont ici, tu vois, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de dangers aussi. Les canaux à ciel ouvert de Fass ont été construits avant les indépendances. À la question de savoir si le canal 4 doit être recouvert, le maire de la commune répond. Je ne pense qu'à le fermer soit la solution idoine. Pour deux raisons. Parce que c'est d'abord pour les eaux de pluie. Donc une fois qu'on le ferme à ce niveau-là, c'est-à-dire que les ruissellements d'eau de pluie là, ils ne pourront plus aller directement au niveau du canal, sauf dans les zones où il y a des égouts d'irrigation qui mènent directement vers le canal. La deuxième chose aussi, il y a un risque pour moi sanitaire, parce qu'en fermant le canal, on peut développer un peu la prolifération des rats. Les opérations d'assainissement urbain sont menées chaque année dans les 14 communes de la ville de Dakar. C'est ce qui explique la présence de ces agents municipaux à Fass. À l'approche de la période hivernale, nous venons, nous enlevons les saletés. Si vous voyez, il y a des débris, il y a des bouteilles. Mais tout ça, c'est les riverains, c'est les passants qui jettent ça, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Parce qu'après, si nous enlevons ça, ça va les aider. Si la pluie vient, s'il y a des déchets, ça va empêcher l'eau de circuler librement. Les eaux usées d'origine domestique sont prises en charge par l'ONAS. Face à une demande croissante, de nouvelles stratégies d'assainissement sont nécessaires pour Dakar et sa périphérie. Il faut assainir, il faut aussi augmenter la planification, parce que tout est planification. Comme je l'ai dit, il y a la croissance démographique, il va falloir regarder les zones qui manquent d'assainissement. Quand je parle d'assainissement, il y a deux systèmes. Il y a le système autonome et le système collectif. Donc Dakar est dans une zone où la nappe affleure, donc il va falloir planifier un système d'assainissement collectif pour ne pas contaminer la nappe, mais en même temps pour ceux qui sont dans l'autonome, pouvoir leur proposer donc des ouvrages adéquats, sécurisés, qui permettent de ne pas polluer la nappe, mais d'avoir aussi une qualité de service adaptée. Avec l'urbanisation galopante, les réseaux d'égouts sont parfois saturés, compliquant l'évacuation des eaux. Pour améliorer durablement l'assainissement au Sénégal, plusieurs défis restent à relever. L'un des premiers défis, c'est la question de l'entretien et de la maintenance de ces ouvrages-là. Aujourd'hui, on a noté qu'il y a des casses régulières au niveau du réseau. Il est estimé à environ 21 casses pour chaque 100 km tous les ans au niveau donc du réseau, que ce soit à Dakar ou ailleurs. Aujourd'hui, on a nos équipes, les équipes de la direction de l'assainissement, les équipes de l'ONAS et d'autres agents qui, à chaque fois que ces types de pratiques sont constatées, ces équipes vont sur le terrain pour constater la situation et entamer engager la procédure qui est prévue en la matière, parce que c'est des infractions qui sont commises. Et là, quand même, le ministère vraiment a beaucoup travaillé sur l'opérationnalisation de la police de l'assainissement, que ce soit à Dakar, mais aussi dans d'autres villes du pays, pour pouvoir vraiment développer ça. Depuis quelques années, l'État du Sénégal prend très au sérieux la question de l'assainissement et du traitement des eaux usées. C'est à cet effet qu'a été lancé le projet de dépollution de la baie de Hann. Un autre projet concerne l'assainissement de la corniche ouest de Dakar, avec la réalisation d'une station d'épuration pouvant traiter jusqu'à 80 000 m3 d'eau usée par jour. Un reportage illustratif, Dr Khalifa Boubacar Sarr, il y a les problèmes d'assainissement, mais à la base, les déchets. Comment évaluez-vous le problème des dépôts sauvages des déchets dans les zones denses de la banlieue dakaroise? Nous procédons à un diagnostic. Au niveau de la SONAGED, nous disposons d'équipes très fournies en matière de cartographie,
de gestion, également des stratégies de planification territoriale. Donc, ce qui fait que on a une base de données dénommée SIC déchets qui nous permet de nous parcourir, et je salue au passage mon collègue directeur de l'assainissement, Omar Sen, parce qu'effectivement, nous partageons l'espace. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le comité de gestion des inondations au Sénégal, que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a bien voulu ouvrir à la SONAGED, qui participe déjà à la conduite de la gestion de la salubrité publique. Parce que la salubrité publique comme la sécurité publique sont des priorités nationales. Et c'est dans cette priorité-là que constitue la gestion des déchets. Quand on est en période d'hivernage, l'eau circule avec du ruissellement. Et le ruissellement amène avec son trajet bien longiligne qu'on connaît dans les quartiers ou bien même dans les méandres qu'on ne peut pas tous décrire. Souvent, ça amène des débris de déchets qui peuvent obstruer le passage, que ce soit dans les caniveaux, dans les cuvettes ou bien dans les descentes, dans les pentes d'escarpement de failles qu'on connaît dans certaines capitales africaines. C'est pourquoi les déchets sont l'élément perturbateur qui viennent s'allonger avec l'eau pour déjà se retrouver quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la SONAGED, nous avons ce qu'on appelle une modélisation du monde réel, qui est assurée par des groupes de chercheurs. Je salue vraiment le département du système d'information géographique, qui est logé même au niveau de la direction de l'informatique. À l'occasion de la Coupe d'Afrique, j'avais visité Arma Group au Maroc. On a les mêmes dynamiques d'ensemble. On travaille d'arrache-pied pour déjà faire figurer l'action de l'homme sur le territoire, ce qu'on appelle l'action anthropique. La pluie, déjà, c'est l'action naturelle qu'on connaît avec les saisons. Ça, c'est l'eau qui vient avec le cycle de l'eau. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, on a l'habitude de dire. Mais l'eau qui doit être déversée dans une presqu'île comme le Cap-Vert, qui est Dakar, qui est la capitale sénégalaise, aussi connaît des exutoires qui viennent même des plateaux de Thiès. Le renversement de l'eau qu'on connaît, c'est des notions d'isostasie, de la géodynamique interne et externe. Dakar est très compliqué parce que c'est une presqu'île, c'est presque fermé à l'intérieur d'elle-même, cette ville qu'on connaît et qui est très belle des périodes. Est-ce qu'il y a, docteur, est-ce qu'il y a des impacts, est-ce que ces impacts environnementaux-là ont des conséquences sur la population riveraine? Ah, bien sûr, aujourd'hui, s'il y a des stagnations d'eau usée, ce qui est sûr, c'est que ça peut amener des larves de moustiques et ça peut détériorer les conditions d'existence. Nous avons même, dans un passé récent, encadré beaucoup d'étudiants qui ont travaillé à Guinaw Rail, à Pékin. Parce que Dakar, sa complicité aujourd'hui, c'est 5 départements qu'on connaît. Dans nos 14 régions qu'on a, la région de Dakar a 5 départements. Pékin, Guédiawaye, Rufisque, Dakar et en réalité Keur-Massar, avec des complexités liées à l'anarchie dans l'habitat, a également la complexité du circuit de circulation, par exemple, avec la voirie urbaine. Et il y a des zones qui sont difficiles d'accès. C'est là où même la SONAGED utilise la précollecte avec les charretiers, dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, qui jouxtent un peu la périphérie de la capitale sénégalaise. En tout cas, nous y avons travaillé avec toutes les couches de l'État, avec toutes les directions, l'environnement et les établissements classés, l'urbanisme, le cadastre aujourd'hui. Mais la pollution, ce qui en rajoute, c'est en réalité la pollution, parce qu'au-delà de ça, il y a également les usines qui sécrètent de la pollution, également il y a l'anarchie, effectivement, parce que les chemins qui sont obstrués, ça peut poser beaucoup de difficultés. Mais ce qui nous pousse aujourd'hui à être plus efficaces, c'est travailler avec les collectivités territoriales, qui deviennent nos premiers partenaires sur le territoire. Et au-delà de ça aussi, travailler avec les organisations de la société civile, et voir les transferts qu'on peut faire. Et en fin de compte, également mettre en place des points propres, des points de regroupement normalisés, ce qu'on appelle dans notre jargon le mobilier urbain de propreté. En tout cas, aujourd'hui, la capitale est confrontée à beaucoup de difficultés et l'épineuse problématique du plastique, des déchets. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les fonds verts, avec la finance climatique, heureusement que la SONAGED a été transférée du ministère de l'Urbanisme au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc, ce qui peut aussi peut-être faciliter
notre dynamique d'ensemble pour aller vers des financements cohérents. Et pourtant, docteur, ces déchets constituent de l'ordure. Direction la banlieue dakaroise, à Guédiawaye, une coopérative perpétue un savoir-faire qui date des années 80. Il s'agit du tannage, un métier qui se conjugue au féminin. Mais ces tanneuses manquent d'assistance et de soutien de la part des autorités locales. Nos reporters se sont rendus sur place. Illustration dans ce reportage de Eva Sagnan et de Jules-Pierre de Barros. La tannerie de Guédiawaye, dans la grande banlieue de Dakar, l'odeur est âcre et l'air difficilement respirable. Sur ces lieux sont nées en 1983 les prémices de la filière sur initiative de la communauté Mour. Je suis dans le métier du tannage depuis 1983. C'est quelque chose que j'ai hérité de ma grand-mère. Je vis de ce métier et c'est avec ça que j'entretiens ma famille. Ici, l'exploitation des peaux d'animaux tels que les bœufs, les béliers et les moutons se fait de façon artisanale. Dans ces grandes bassines, c'est toute une chaîne qu'il faut reproduire. La première étape consiste à laver la peau. Pour les tanneuses, au dos courbé sous le soleil, la première étape est d'empiler les peaux et y ajouter du sel. Dans cette deuxième partie, la peau est trempée dans de l'eau contenant du chaux. C'est ce produit chimique qui permet d'enlever facilement les poils. C'est le produit chimique qui enlève les poils. Ces effets peuvent être dangereux pour les tanneuses. Il faut ensuite mettre la peau dans un mélange d'eau et de chaux, un produit chimique qui peut provoquer des brûlures et abîmer les poumons. Mais fort heureusement, ces tanneuses ont les mains et les pieds couverts. Le processus permet d'avoir un résultat final comme celui-ci. 10 peaux sont traitées en 10 jours, soit 30 peaux le mois. Le traitement d'une peau nous prend 10 jours. Nos clients sont les cordonniers, mais ces derniers se font très rares par moment. Avec tous les frais nécessaires, nous peinons à écouler le produit. C'est grâce à nos partenaires et aux petites cotisations que nous tenons. Faute de matériel et de financement, ces femmes artisanes, constituées en coopérative, ne peuvent plus assurer une transformation importante de peau. Leurs produits pourraient pourtant permettre d'alimenter le marché local et sous-régional en cuir. Nous travaillons dans les mêmes conditions que nos devanciers parce que nous manquons d'assistance, de moyens techniques adaptés au travail. Dans le souci de valoriser leur savoir-faire, ces femmes sont assistées par Cécile, une partenaire privée. L'essentiel du projet, c'était l'amélioration chimique et l'amélioration technique du procédé, de la tannerie, de la recette, pardon. Et après, la deuxième volet, c'est l'accompagnement sur les conditions de travail. J'ai un rapport avec une école d'ingénieurs qui est basée en France, qui s'appelle l'ITEC Lyon, et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec 2 laboratoires de l'université Cheikh Anta Diop. Et ensemble, nous avons fait une étude de ce que la recette ancienne du tannage au Sénégal, quelle était sa qualité en fait. On est en train d'obtenir des peaux de meilleure qualité. On va pouvoir, une fois que les tests seront terminés, la recette stabilisée et on est en bonne voie, on pourra faire un salon du cuir made in Sénégal, du cuir artisanal, pour proposer aux marques sénégalaises, en premier lieu, un cuir made in Sénégal. À l'abattoir de Pikine, dans la banlieue de Dakar, les peaux sont d'abord traitées avant d'être vendues. Seule une petite quantité est vendue aux artisans locaux. S'il y avait encore des tanneries, la filière aurait nourri son homme. Le gouvernement nous avait parlé d'un projet de tannerie, mais nous n'avons toujours rien vu.
Ces peaux sont exportées vers la sous-région. Contrairement aux peaux de mouton de la Tabaski, celles-ci ne servent pas à grand-chose. C'est le cas de ce stock qui risque de finir à la décharge. Les peaux de mouton de la Tabaski que nous voyons un peu partout ne sont pas bien traitées. Avec l'initiative Tabaski Cuir, nous avons proposé au ministère de l'Élevage de nous fournir des peaux provenant de l'abattoir de Pikine. La peau coûte 1 500 voire 2 000 francs CFA. Pour les acteurs du secteur, le développement d'une industrie nationale de transformation de cuir reste une nécessité absolue, surtout au regard de l'ampleur des pertes économiques enregistrées chaque année. La matière première avec laquelle nous travaillons provient de la Chine. Nous ne pouvons pas travailler avec le cuir local, car il est vendu au kilogramme. Ce qui n'est pas accessible et facile à travailler à notre niveau. Le cuir local n'est pas très utilisé par la plupart des cordonniers situés au marché zinc de Pikine. Un choix justifié, nous disent-ils. Oui, on travaille avec le cuir. Il y a l'autre matière qui s'appelle caoutchouc plein. Ils mixent ça pour avoir les chaussures à l'extérieur. Les vendeurs, ils sont amenés ici. Après, nous, on va aller acheter là-bas. Essayer de fabriquer les chaussures, Les chaussures comme ça. C'est nous qui faisons ça. Ici, il y en a, mais ce n'est pas bien fait comme par rapport avec le truc qui vient à l'extérieur quand même. Les rares peaux valorisées au Sénégal sont soit exportées vers l'Europe, l'Asie et dans la sous-région. Celles-ci finissent par être transformées en sacs à main, chaussures, ceintures ou portefeuilles. Le produit fini importé est souvent revendu au prix fort sur le marché local, d'où l'urgence de développer dans le pays une véritable industrie du cuir sur toute la chaîne de valeur. On a vu, docteur, que tout se transforme comme les peaux de mouton. C'est même une activité rentable. Vous avez mis en place des applications citoyennes pour accélérer le signalement et le nettoyage des points noirs. Qu'en est-il actuellement? Oui, tout à fait. Au-delà de ce qu'on a vu dans le reportage, il y a la stratégie de croissance accélérée de la primature qui avait été lancée dans les années 2014 avec des grappes sur des filières, comme filière peaux et cuir, filière viande. Et pour peaux et cuir, on a vu qu'on est toujours dans l'aspect traditionnaliste de la gestion de la chose, alors que dans la série de l'économie circulaire, il faut aller vers une industrialisation. Aujourd'hui, sur le Sénégal, on a 553 communes où une population de 18 160 000 habitants sont en train de pouvoir faire des activités. Mais sur la partie peau, par exemple, on voit que la majeure partie des peaux que nous utilisons pour construire nos chaussures, les dalongai qu'on connaît, les chaussures traditionnalistes à Touba, à Ngaïmeke, et dans la Médina, au niveau de nos rues qu'on connaît, nous viennent, ces produits matières premières de cuir nous viennent d'Italie, nous viennent aujourd'hui de la Chine, etc. Mais il est aujourd'hui important qu'on fasse de la co-construction pour aller vers des centres. Même il y a eu l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui avait commencé une étude sur ce qu'on appelle la ZIAR, la zone industrielle aménagée, qui a été résiliente, qui devrait contenir tous les artisans de l'axe Touba Ngaïmeke. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser
quand même à la seule population, surtout les femmes qu'on a disséquées au niveau du reportage. Au niveau de la Sonangère, nous avons 6889 femmes. Mais comme vous l'avez dit, l'approche numérique a même été déclarée dans une partie de nos recherches. On a parlé de remontée, de rotation, mais également de l'application Settlement, qui nous permet aujourd'hui de disséquer un peu la dynamique de la composition de la matière déchets au niveau du Sénégal. Tout le monde sait que l'attente est grande, mais il faut qu'on ait, comme l'avait inspiré le premier maire de Dakar, Mamadou Diop, il avait mis en place une zone franche industrielle. Il faudrait quand même qu'on modernise et qu'on accélère l'industrialisation. Au niveau de l'économie circulaire même, il y a le Fonds de l'environnement mondial avec la Banque ouest-africaine de développement qui a commencé à nous accompagner dans la partie de la région de Thiès sur le centre intégré de valorisation des déchets. Parce qu'en modernisant le monde réel, on va comprendre que toutes les entités doivent avoir leur point à jouer à l'intérieur. Et le Sénégal ne doit pas être en reste au diapason de la modernisation au niveau mondial de l'industrie qui est issue des déchets solides mélangés. Merci beaucoup, directeur, de ces réponses. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et par vous, je salue tout le continent. Merci pour tout. Les déchets représentent un véritable levier de croissance. Les valoriser, c'est créer de la valeur économique. C'était Croissance Verte. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.